je pense que ce dont nous avons besoin, c'est pas d'un choc fiscal. Quand vous écoutez les entrepreneurs, c'est le moment, sinon ils vont mourir. Non, je crois pas. On ne peut pas. Les entrepreneurs nous demandent de faire de l'économie. Ils devraient faire aussi un peu de politique. Ce n'est pas au moment où nous avons un choc considérable sur le plan budgétaire que nous devons ajouter un choc fiscal, sinon c'est l'arrêt cardiaque. Dire aujourd'hui, on a commandé un rapport à M. Gallois, parce que vous ne pouvez pas prendre de décision tout de suite. Et puis dès que le rapport s'annonce, il n'est même pas encore déposé, dire on n'en tiendra pas compte, et on va à nouveau réfléchir, on va avoir perdu 9 mois. Le 5 novembre, M. Gallois, qui est effectivement un grand industriel, remet son rapport. Ce sera une contribution importante, je ne peux pas laisser dire qu'il a été enterré. Depuis 48 heures, il n'y a pas eu un ministre qui ne soit pas sorti du bois pour taper le rapport de Gallois avant même qu'il soit sorti. Vous pouvez vociférer, vous pouvez crier, mais vous ne ferez pas oublier votre bilan. En 10 ans, 750 000 emplois industriels détruits, un commerce extérieur s'il vous plaît, en déficit abyssal. Je suis une véritable pile électrique. Il s'est endormi ce con. Monsieur Hérault. Pardon. Non, bah, écoutez, ça peut arriver. Vous ne voulez pas un café, histoire d'être un peu plus péchu, un peu plus tonique? Bon, ça va maintenant, là. Ah, excusez-moi. Lorsque le rapport sera déposé le 5, mesdames et messieurs les députés, je l'annonce ici devant vous, le lendemain, le Conseil des ministres sera réuni en séminaire. Les premières décisions, les premières orientations, le lancement de la stratégie de la reconquête, de la compétitivité, c'est-à-dire de la bataille contre le chômage et pour l'emploi, sera lancé. Même si ça vous gêne, nous le ferons. Nous en avons assez de nous faire insulter. Le Premier ministre doit reprendre ses esprits. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement un dérapage de plus, ou est-ce que c'est pas un dérapage de trop? Qu'est-ce qu'il a dit exactement pour vous? Et je vous recommande de vous repasser la bande, vous verrez ce que c'est. Visiblement, il est tendu. Est-ce que c'est parce qu'il est sous pression et à bout de nerfs de la part de ses ministres? Je n'en sais rien. Mais ça n'a pas à s'exprimer dans ce type d'agressivité. Mais nous attendons de sa part des excuses. Ce sont les jeux parlementaires classiques et d'ailleurs entre nous lassants. Parce que vraiment... Vous dites ça parce que vous n'en êtes plus? Oui, peut-être. Mais je ne suis pas souvent sorti. J'ai été au Parlement plus de 25 ans. C'est d'ailleurs bien de respirer. Puis l'avenir est long. Mais je vous assure que ce sont des jeux. Parce que ceux qui sortent avec une émotion surjouée. Ceux qui restent les insultent c'est un jeu avec à l'intérieur de une l'UMP, à votre avis? irritation surjouée. Non, c'est le jeu classique entre l'opposition et le gouvernement. Il y a un gros problème, mais c'est le ralentissement mondial. Donc c'est moins 21% sur l'Europe, moins 14% sur la Chine, moins 2,4% sur les États-Unis. Donc ça ralentit partout. Les États-Unis qui sont censés, je vous le rappelle, être repartis. Et donc la consommation va bien, tout va bien. Le gouvernement semble tétanisé par la situation économique et notamment l'année 2013. Les efforts demandés aux Français sont tels qu'il craint que la faible croissance prévue en 2013 ne s'effondre comme un château de cartes et qu'un phénomène de récession ne s'enclenche comme en Grèce ou en Espagne. Bref, face à ce château de cartes brinque-ballant qu'est la croissance française Christophe, voilà, le gouvernement... Faut pas faire tomber Marianne. ...n'ose plus toucher à rien. Vous l'avez fait, Christophe. C'est trop tard, c'est trop dur. La compétition est trop difficile. On a perdu trop de terrain par rapport aux économies allemandes, par rapport aux économies d'Europe du Nord. Il faut qu'on fasse un peu de chirurgie. Et donc il faut abroger les 35 heures. Je me souviens quand j'ai évoqué l'idée de supprimer les 35 heures, mes amis du gouvernement, et parfois à un niveau très élevé, m'ont brocardé à un point que vous n'imaginez pas. Donc voir François me rejoindre, c'est pour moi une très très grande satisfaction et même une reconnaissance. Le ministre de l'Agriculture dit qu'il fait la promotion des femmes dans son équipe et il ajoute, voilà, les femmes sont avec moi, bien que les dossiers soient très techniques. Alors vous imaginez que cette phrase suscite pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Le ministre Le Foll trouve les dossiers de son ministère trop techniques pour les femmes. Peut-être les préfère-t-il techniciennes de surface. Autre exemple, celui-ci, Stéphane Le Foll, a promu des femmes malgré des dossiers techniques. Traduire, Bobonne va faire la tambouille, tu ne sais faire que ça. Socrate, Alexandre le Grand, Louis XIII, Chopin, Jules Verne. Ces figures historiques étaient-elles homosexuelles? Si oui, faut-il le mentionner dans les manuels scolaires d'histoire et de littérature? L'idée est avancée par Najat Vallaud-Belkacem dans cette interview donnée au magazine Têtu. Chargée d'une mission contre l'homophobie
homophobie, la ministre veut donc inciter les éditeurs scolaires à indiquer l'orientation sexuelle de grands hommes, d'auteurs comme Arthur Rimbaud par exemple. Le vote des étrangers, ce sera pour plus tard. En tout cas, au mieux après les municipales de 2014. De l'aveu même de la porte-parole du gouvernement, la réforme ne devrait pas être votée à temps. Est-ce qu'ils le seront à temps pour 2014 pour qu'elle s'applique, hein, c'est ça votre question, pour que la réforme s'applique en 2014 ? J'avoue avoir quelques doutes, puisque ça signifierait que nous adoptions ce texte d'ici le printemps 2013. C'est mal parti. Le droit de vote uniquement pour les élections municipales, pour les étrangers qui sont depuis longtemps sur notre territoire. Donc ces réformes-là interviendront à l'automne et seront votées à la fin de l'année 2012 ou au début de l'année 2013. Au Panama, on manifeste et on s'abrite. On s'abrite contre les tirs de la police qui utilise ses armes et vise parfois très légèrement au-dessus des têtes. On manifeste parce que le gouvernement veut vendre à des sociétés privées des terrains d'une zone de libre-échange où sont implantés 2000 commerces et entreprises locales qui emploient 30 000 personnes et que les habitants ne veulent pas de cette vente. Pour arrêter les manifestations, la police emploie les grands moyens. Il y a déjà eu 3 morts et 16 blessés la semaine dernière. Sourire ultra bright pour Mitt Romney, plus discret pour Obama. Les deux candidats se retrouvent pour le 3e et dernier débat. 90 minutes pratiquement face à face. Le thème, la politique étrangère des États-Unis, le point fort de Barack Obama. Gouverneur Romney, je suis heureux de vous entendre dire qu'Al-Qaïda est une menace. Parce qu'il y a quelques mois, lorsqu'on vous a demandé quelle était la plus grosse menace en matière de géopolitique, vous avez cité la Russie. Pas Al-Qaïda, la Russie. En politique étrangère, on dirait que vous voulez revenir aux années 80 alors que la guerre froide s'est terminée voilà 20 ans. Je le félicite pour avoir éliminé Oussama Ben Laden et combattu la direction d'Al-Qaïda. Mais tuer n'est pas la seule solution. Nous allons devoir mettre en place une stratégie très compréhensible et solide pour aider le monde musulman et d'autres parties du monde et rejeter cet extrémisme violent et radical. Obama avec une très très faible marge. Pour une raison simple, c'est qu'il a sans arrêt mis Romney devant ses contradictions anciennes, devant le flou de plusieurs déclarations. Il a aussi sans arrêt ramené au passé. Et le passé, c'est Bush. Et 10 ans de guerre, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ont été vraiment des échecs.